Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec un nouveau coup de tonnerre du côté de la réforme du choc des savoirs. Le rapporteur public du Conseil d'État a demandé l'annulation de la mise en place des groupes de niveau, dits groupes de besoins au collège. Et cela tombe une semaine seulement après l'annonce de la reconduction de ce dispositif en 6e et en 5e par la ministre de l'Éducation Anne Genetet. Dispositif qui a pour but de relever le niveau des élèves en français et en mathématiques. Selon le rapporteur du Conseil d'État, le ministère de l'Éducation nationale aurait dû prendre un décret pour faire passer sa réforme et non un arrêté. Réaction du principal intéressé, le ministère de l'Éducation nationale prend acte des conclusions du rapporteur public du Conseil d'État concernant la mise en œuvre des groupes de besoins au collège. Il s'agit d'une question de forme et de préciser qu'un décret sera publié dans les prochains jours, probablement avant l'avis final du Conseil d'État qui lui rendra sa décision au plus tard mi-janvier. Ce sont les syndicats qui avaient saisi la justice administrative pour faire annuler ce point clé de l'acte 1 du fameux choc des savoirs, trop contraignant et trop coûteux pour eux. Selon les derniers chiffres issus d'une enquête du SNES-FSU publiée ce mardi, seul un collège sur 4 applique à la lettre l'organisation de la réforme. Pour eux, c'est donc, je cite, une première victoire. Cela confirme la fragilité juridique et donc politique du choc des savoirs, souligne Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU. Alors à la rentrée prochaine, les élèves de 4e et de 3e seront mélangés 1 heure par semaine pour des groupes de français ou de maths en alternance chaque semaine. La généralisation, quant à elle, évoquée par Gabriel Attal, est cependant suspendue. On poursuit ce journal avec les résultats d'une vaste enquête menée par le Conseil national de l'ordre des médecins. Les violences sexistes et sexuelles dans le milieu médical sont un véritable fléau. Voilà ce qui ressort de manière évidente. 21 140 médecins ont accepté de répondre à ce questionnaire et parmi eux, plus d'une femme sur 2 déclare avoir été victime de violences sexistes et sexuelles de la part d'un autre médecin. Des faits qui se sont déroulés tout au long de leur carrière, mais principalement au cours de leurs études. 44% des médecins femmes évoquent aussi un outrage sexiste, 16% du harcèlement, 6% une agression et 1% un viol. C'est un choc pour le président du Conseil national de l'ordre des médecins, Dr François Arnaud. Le pourcentage de réponses positives est hallucinant. Voilà, ça va être un électrochoc. Moi, je pense qu'il faut le prendre comme ça, sinon on fuit. Et il ne faut pas fuir, au contraire, parce que moi, je parle pour l'ordre. Phénomène majeur mis en avant par cette enquête, la banalisation des violences sexistes et sexuelles. 92% des médecins interrogés, victimes ou non, pensent qu'il est difficile de faire entendre sa voix, d'être pris en charge ou même d'engager des poursuites. Face à ces déclarations, le Conseil national de l'ordre des médecins prend le taureau par les cornes et veut se montrer plus vigilant. Nous avons eu un séminaire très clair. Un médecin condamné pénalement définitif pour crime ne peut pas exercer la médecine. Maintenant, c'est tolérance zéro. Pour rappel, cette enquête a été décidée après la vague de témoignages et de réactions de soignants postés sur les réseaux sociaux associés au mot-clé #MeTooHôpital au printemps dernier. Des violences encore, mais cette fois liées au trafic de drogue. Plusieurs villes de France sont touchées, Marseille, Poitiers, Sète ou encore Grenoble dernièrement, à tel point que certains établissements scolaires grenoblois prennent des mesures pour protéger leurs enfants. Et oui, ce week-end, de nouveaux coups de feu ont été échangés entre des dealers place Saint-Bruno et dans le parc Paul Valérien Perrin, donc à Grenoble. C'en est trop pour les habitants du quartier qui se sont réunis en collectif citoyen ce samedi 23 novembre. Ils prévoient de manifester contre les violences liées au trafic de drogue car ils ont peur. Inquiétude aussi du côté des parents d'élèves qui sont scolarisés à proximité des zones de violence. C'est pourquoi la FCPE du collège Fantin-Latour a décidé de se joindre à la manifestation. Par ailleurs, depuis ce mardi, l'école Nicolas Chory a pris des mesures pour assurer la protection des enfants, comme la modification de l'itinéraire des sorties scolaires pour éviter certaines stations de tram fréquentées par des dealers. Autre mesure, les enfants ne pourront plus s'amuser dans le parc Paul Valérien Perrin comme ils en avaient l'habitude, parc où il y avait donc des violences ce week-end. Le gouvernement a été plusieurs fois sollicité par les maires de ces villes en prise avec le trafic de drogue. Alors quelle est la réponse du gouvernement, Charlet? Alors le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, semble déterminé à lutter contre le narcotrafic, évoquant même un risque de mexicanisation de la France. Ce sont ses mots. Il était ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Je
je fais de cette cause, de la lutte contre le narco-banditisme, la criminalité organisée, je veux qu'on en fasse une cause et un combat national. Et de ce point de vue-là, avec Didier Migaud, on est parfaitement alignés. Bon. Et avec le Premier ministre Michel Barnier. Ce qui est fondamental de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tous les territoires sont gangrénés. Tous. Le rapport sénatorial a été très très clair. Et on a bien vu qu'un certain nombre de professions, publiques comme privées, commençaient à être atteintes par des phénomènes de corruption. Donc il faut prendre le taureau par les cornes. Il y aura un texte qui sera examiné au Sénat, qui est le fruit d'ailleurs du travail de la commission d'enquête que j'avais moi-même, quand j'étais président du groupe LR au Sénat, diligenté. Eh bien, je crois qu'on va se donner les mêmes instruments qu'on s'est donnés il y a 10 ans avec le terrorisme. C'est la même chose. Les mêmes moyens qu'on s'est donnés il y a 10 ans avec le terrorisme, c'est la même chose. Les mots de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Une belle histoire cette fois pour terminer ce journal, Shirley. Des enfants sourds sont devenus musiciens dans un orchestre à Marseille. Oui, et ce grâce à Frédéric Isoletta, qui est donc un pianiste, organiste et père d'un petit garçon sourd. L'orchestre Les Colibris est un projet précurseur en France. Il est composé d'enfants sourds qui portent un implant cochléaire. Ce sont des enfants donc qui entendent, qui parlent, mais qui n'entendent pas aussi bien que nous. Et surtout, il leur est impossible, normalement, de faire de la musique. Alors, comment a-t-il pu mettre en place cet orchestre? Frédéric Isoletta, on l'écoute. J'ai pris des renseignements auprès de chercheurs, de médecins, de tout ça, pour faire des compositions adaptées. J'ai imaginé un système où chaque enfant est avec un autre enfant qui n'est pas sourd, qui joue le même instrument. C'est comme un jumeau ou une jumelle. Et il y a un parrain ou une marraine qui est un musicien professionnel. Tout le monde fait de l'orchestre dès le début, voilà. Les enfants font beaucoup de progrès en parole et en psychomotricité par rapport à ça, à cette pratique. Ils mettent les pieds dans un conservatoire, ils sont fiers aussi parce que c'est le seul rendez-vous qui n'est pas médical dans la semaine, en dehors de l'école. Et puis, ils font de la musique, ce qui est normalement impossible. C'est-à-dire, on peut faire jouer au foot des aveugles, hein, mais faire de la musique à des sourds, et en plus dans un conservatoire, c'est même pas la peine d'y penser. Normalement, donc, de ce genre de choses, évidemment, je peux être fier, et puis surtout fier d'eux, de ce qu'ils font, ce qu'ils réussissent à accomplir. Une expérience unique au monde, racontée à travers un documentaire diffusé ce soir sur France 3. Heure du rendez-vous, 22h45, et le titre du documentaire, La musique sourde de Daniela Lansouisi. Merci, Shirley.